Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Nous allons continuer à parler des propriétés des étoiles. Donc après leur position, une propriété intéressante, c'est la masse de l'étoile. Quelle est sa masse totale? Alors la masse d'une étoile, c'est énorme. C'est des milliards de tonnes. Donc on n'utilise pas des unités comme le kilo, c'est un peu trop compliqué. Donc on prend comme unité notre soleil. La masse du soleil est donnée et on peut mesurer la masse d'une étoile en masse solaire. Par exemple, une étoile de 10 masses solaires est une étoile dont la masse est 10 fois plus grande que notre soleil. Alors il n'est pas facile de mesurer la masse des étoiles, bien entendu. On ne peut pas les mettre sur une balance. Et le simple fait de les observer ne nous dit pas grand-chose. C'est là que les étoiles doubles sont assez précieuses, parce que si on a une étoile double relativement proche, alors on peut mesurer sa distance par parallaxe, et en résolvant l'étoile, c'est-à-dire en observant les deux partenaires de l'étoile double, on peut alors connaître la distance qui les sépare, et en mesurant leur rotation, à l'aide des lois de Kepler, on en déduit la masse des deux étoiles. C'est donc une méthode assez simple, assez précise, et après avoir étudié les masses d'un certain nombre d'étoiles, en fonction de leur luminosité et de leur type, on peut alors déterminer leur masse pour des étoiles qui seraient plus lointaines, pour lesquelles on ne pourrait pas appliquer cette méthode, ou qui sont simplement ne font pas partie d'un couple d'étoiles doubles. Une autre information est la taille de l'étoile, son diamètre. Alors, évidemment, nous, à l'œil nu, on voit des points lumineux. Avec de puissants télescopes, pour les étoiles proches, pour les plus proches, on peut mesurer ça directement. Pour les étoiles les plus proches, dans les plus puissants télescopes, et en particulier avec les télescopes spatiaux, une étoile apparaît comme un disque. Et donc on peut mesurer directement son diamètre. Connaissant sa distance, on connaît sa taille exacte. Pour les étoiles plus lointaines, bien sûr, on ne voit qu'un seul point. Mais si on connaît la distance ainsi que la luminosité apparente, alors on peut en déterminer sa luminosité absolue. Et une loi de la physique dit que si on connaît la température, on va y revenir sur la température, si on connaît la température de l'étoile, alors on peut savoir quelle est la quantité de lumière qui est émise par unité de surface. C'est ainsi, on sait sur une petite unité de surface combien de lumière est émise, et si on connaît la luminosité totale, alors on peut savoir quelle est la surface visible, et donc quelle est la taille de l'étoile. Une autre méthode est l'utilisation, encore une fois, des étoiles doubles, mais pas toutes, celles dont, par hasard, les deux étoiles tournent presque dans un plan dans lequel nous nous trouvons. Donc deux étoiles qui tournent comme ça par rapport à nous. Et chacune passe devant l'autre. Et ainsi, elles éclipsent la lumière de l'autre étoile lorsqu'elle passe devant, et en observant la variation de lumière et la durée de l'éclipse, on peut facilement savoir quels sont les diamètres de ces étoiles. Alors on a parlé des luminosités, on en a parlé plusieurs fois. On mesure bien sûr la luminosité des étoiles, et toutes les étoiles brillent parce qu'elles ont une température très grande, très élevée. C'est un peu comme les ampoules à filaments. On n'en a plus beaucoup, maintenant on utilise un peu partout des lampes éco. Je ne sais pas si j'ai encore des lampes à filaments chez moi, je ne crois pas. On a tous des lampes éco, voire des LED, mais vous vous rappelez certainement des ampoules à filaments. Et les ampoules à filaments, le filament est porté à très haute température, et c'est lui qui brille, qui émet de la lumière. C'est la même chose pour les étoiles. On a parlé des luminosités absolues et apparentes, la luminosité apparente étant égale à la luminosité absolue divisée par le carré de la distance. La luminosité absolue diminue avec le carré de la distance. Mais pour mesurer les luminosités,
on a l'habitude de ne pas travailler en luminosité, même en quantité de lumière émise, mais on utilise plutôt le logarithme. Alors le logarithme, bon, c'est pas besoin d'entrer dans des complications mathématiques, c'est très simple. Le logarithme de 1, ça donne 0. Le logarithme de 10 donne 1. Le logarithme de 100 donne 2. Le logarithme de 1000 donne 3, etc., etc. Donc on voit qu'on donne simplement les multiples de 10, avec bien sûr les valeurs intermédiaires. C'est donc très simple. Mais l'avantage, c'est qu'on peut avoir de grosses variations de luminosité pour de petites variations du logarithme. Parce que la luminosité des étoiles, et surtout les luminosités apparentes, varient énormément. Une étoile située aux confins des galaxies, qu'on observe, sera évidemment beaucoup moins lumineuse qu'une étoile très proche, encore plus pour notre Soleil. Et donc, on travaille avec le logarithme, et on définit la notion de magnitude. Alors la magnitude, qui est un mot semblable, qui est synonyme de grandeur, on parle aussi d'étoiles de première grandeur, etc. Donc on emploie plutôt le mot magnitude. La magnitude est donnée par le 2,5 fois le logarithme de la luminosité. Donc on prend la luminosité, on prend le logarithme, par exemple 1000 donne 3, et on multiplie par 2,5. Le 2,5 est purement conventionnel. C'est un choix qui a été fait il y a déjà longtemps, au 19e siècle je crois. Et donc, on utilise cette méthode-là. Alors pour donner une idée, par exemple, si on a une étoile qui est 1 million de fois plus lumineuse qu'une autre, alors leur différence de magnitude est égale à 15. Et pour être exact, on met un signe moins devant parce que on a l'habitude de dire qu'une étoile de petite magnitude est très lumineuse et de grande magnitude est en fait très peu lumineuse. Et on a besoin d'une référence, et la référence à nouveau c'est le Soleil qui est de magnitude 1. Donc c'est très simple. À nouveau, bien sûr, comme on a les luminosités apparentes et absolues, on a les magnitudes apparentes et magnitudes absolues. Notons qu'on a découvert très vite que la magnitude était à peu près proportionnelle à la masse des étoiles. En fait, la relation est très grossière. Très très grossière, mais grosso modo, c'est proportionnel. Et on observe des écarts dans des cas extrêmes comme les étoiles géantes ou les naines. Un autre paramètre utile, c'est l'âge de l'étoile. Alors l'âge de l'étoile est évidemment très difficile à mesurer. On ne peut pas observer une étoile et dire tiens on va compter ses rides. Ce n'est pas flagrant, l'âge n'est pas marqué sur le front d'étoile. Donc c'est difficile de dire l'âge d'une étoile et les mesures directes sont impossibles. Il faut donc faire des mesures indirectes. Alors, on peut déjà prendre une référence, c'est notre Soleil. On peut mesurer l'âge de la Terre, de notre système solaire. Pour cela, on utilise des éléments radioactifs, comme l'uranium, le thorium, des éléments qu'on trouve dans la nature, et qui se désintègrent avec une durée de vie bien précise. Et donc, en comparant les proportions des différents isotopes radioactifs, on peut alors déterminer l'époque où les éléments se sont formés. Les roches, par exemple. Et on peut ainsi dater des roches très anciennes, ou des météorites, ou des pierres ramenées de la Lune, ou simplement, par d'autres méthodes, là, dater les planètes. Et ce qu'on obtient, et si on suppose que le tout s'est formé ensemble, ce qui semble très bien confirmé par les modèles et par les observations, on en reparlera, on déduit alors que le Soleil est âgé de 4,7 milliards d'années. Donc il n'est pas tout jeune, il a 4,7 milliards d'années, et à partir de là, on peut construire des modèles d'étoiles, on connaît déjà l'âge, on sait déjà comment déterminer l'âge d'une étoile qui ressemble à notre Soleil,
Et donc, à partir de là, des différentes caractéristiques des différentes étoiles, telles que leur masse, leur luminosité, etc., on peut alors déterminer l'âge des étoiles. Une autre façon de faire est un calcul statistique. On peut, par exemple, regarder l'ensemble des étoiles, faire un grand catalogue, et déterminer les différents types et caractéristiques des étoiles. Et là, plus la quantité d'étoiles sera grande pour des caractéristiques données, et plus leur âge est grand, plus l'âge qu'elles ont dans cette portion, avec ces caractéristiques, est grand. Et on peut ainsi déterminer non seulement comment évoluent les étoiles, mais aussi quel est l'âge des étoiles. Notons que c'est pas toujours facile. C'est très compliqué comme méthode, parce que ça dépend à quel moment les étoiles sont nées. Si on observe un groupe d'étoiles qui est né il y a seulement quelques milliards d'années, on n'aura que des étoiles jeunes. Et par exemple, on vérifie que dans les amas globulaires, qui sont des petits amas d'étoiles en forme de globules, de boules, les étoiles, ils sont toujours très vieilles. Et c'est souvent des petites étoiles, parce que les grosses étoiles se sont éteintes beaucoup plus tôt. Mais ce genre d'étude est évidemment très utile. Alors, on en vient à une autre caractéristique qui est très visuelle, c'est la couleur des étoiles. Alors, la couleur des étoiles peut être très variable. Il y a des étoiles bleues, des étoiles rouges. Notre Soleil est une étoile jaune pâle, presque blanche. Alors, à quoi correspondent les couleurs dans la lumière? Alors, ça correspond à la longueur d'onde, qu'on note typiquement avec la lettre grecque lambda, qui est le L grec, L comme longueur d'onde. Et c'est un peu comme pour le son, pour les vagues. Les vagues, dans l'eau, font des ondulations, et si on mesure la distance entre deux vagues, ça s'appelle la longueur d'onde. Pour la lumière, c'est exactement la même chose, sauf que c'est moins facile à voir à l'œil nu, bien entendu. Il faut des instruments pour mesurer les longueurs d'onde. En optique, on a des instruments qui permettent de mesurer ça avec une grande précision. Et la lumière a une grande variété de longueurs d'onde. Alors reprenons les différents types de longueurs de lumière qu'on avait vus. Il y a la lumière visible, qui va du rouge au bleu. Pardon. Du bleu au rouge. On a les infrarouges. On a les ondes radio. On a les ultraviolets. On a les rayons X et on a les rayons gamma. Alors pour donner une idée, les ondes radio ont typiquement des longueurs d'onde qui vont de quelques centimètres à plusieurs kilomètres de long. Donc, c'est des grandes longueurs d'onde. Si on prend la vitesse de la lumière, rappelez-vous, 1 milliard de kilomètres/heure, on peut calculer alors la fréquence, c'est-à-dire le rythme auquel passe l'onde, comme les vagues, au rythme des vagues auxquelles passent les vagues. On a la même chose ici. Avec la vitesse, la longueur d'onde, on a la fréquence. Et on obtient des fréquences, par exemple, pour la bande dite de fréquence modulée, dans les 100 MHz, c'est-à-dire 100 millions d'ondulations par seconde. Et ça, vous connaissez, certainement, quand on règle sa radio pour capter une fréquence, une station située à, par exemple, 103 MHz. Les infrarouges ont plutôt des longueurs d'onde qui sont typiquement dans le micron, c'est-à-dire le millionième de mètre ou le millième de millimètre. Donc très court. Les rayons X, c'est plutôt le dixième de milliardième de mètre. Donc c'est très très court. Les gamma, c'est encore plus court, bien entendu. Ce qui donne une idée. Alors, ce qui est important pour nous, pour nos étoiles, c'est de dire, tiens, à quelle longueur d'onde l'intensité de lumière est le plus fort. Par exemple, une étoile bleue aura un pic d'intensité dans le bleu, et ainsi de suite. On appelle cette longueur d'onde maximale, d'intensité maximale, le type spectral. En gros, c'est la couleur de l'étoile. Donc on parle de type spectral
des étoiles. On leur donne des lettres. Nous reviendrons sur les différents types d'étoiles. Notons que le type spectral est lié à la température de l'étoile. Ce sont des phénomènes physiques universels appelés lois des corps noirs, qui ont été établis par les physiciens au 19e siècle et en partie aussi au 20e siècle. Les lois des corps noirs disent que les corps, à des températures précises, émettent un rayonnement précis, un rayonnement thermique de chaleur. Un exemple très simple, c'est un morceau de fer que l'on chauffe, avec un chalumeau par exemple. Au début, il est presque sombre, puis après, il devient rouge sombre, puis rouge clair, orange, jaune, il finit par devenir bleu. En fait, à l'œil nu, on le voit blanc, parce qu'il a beau avoir un pic dans le bleu, il émet une grande intensité de rayonnement dans toutes les ondes longueur d'onde, y compris le jaune, le rouge, etc. Et donc, à l'œil nu, on voit du blanc. Mais le pic est bien dans le bleu. Un humain, à température du corps, 37 degrés, émet typiquement dans les infrarouges. Ce qu'on voit, par exemple, quand on voit des images de caméras infrarouges, par exemple, on voit des corps brillants, des corps humains brillants. Ils sont à 37 degrés. Alors que l'air ambiant est en général nettement plus bas. Vous avez vu le film Predator, hein? Le film Predator est cet extraterrestre qui voit dans les infrarouges, et Arnold Schwarzenegger qui découvre par accident, en tombant dans de l'eau et de la boue, que la boue froide lui donne alors une température extérieure à peu près identique à son environnement, et l'extraterrestre ne le voit plus. Il devient invisible pour l'extraterrestre. Donc, la couleur de l'objet nous renseigne sur sa température. Dans les infrarouges, 37 degrés, jusqu'à des milliers de degrés. Et donc, le type spectral nous donne la température de l'étoile. Plus exactement, la température de sa surface. Évidemment, c'est la surface de l'étoile que l'on peut voir avec un télescope par le cœur de l'étoile qui peut être beaucoup plus chaud. Mais la surface est donnée par son type spectral. Et par exemple, le Soleil a une température de surface qui est de l'ordre de 6000 degrés. Très chaud. Alors on peut classer les étoiles dans un graphique où on va tracer le type spectral en abscisse et la magnitude en ordonnée. Donc un point va représenter un type spectral donné et une magnitude donnée. Et on constate alors que la plupart des étoiles se mettent dans une droite inclinée, une bande inclinée, que l'on appelle la séquence principale. Ce diagramme a été imaginé par deux astronomes, ils s'appelaient Hertzsprung et Roussel, d'où le nom de diagramme Hertzsprung-Roussel, ou en abrégé, c'est plus facile à prononcer, diagramme HR. Le diagramme HR est très utile. On trouve ici les bandes dites de la séquence principale, les étoiles dites de séquence principale. Là, on trouve typiquement des géantes et ici des naines. Pourquoi? Parce que avec un type spectral donné, à une température donnée, plus l'étoile est grande, et plus elle va avoir de surface, et donc plus elle va émettre de lumière. Et donc son amplitude va être plus grande. À l'inverse, une toute petite étoile, pour un type spectral donné, va plutôt avoir une luminosité très faible, donc comme les naines. Donc on retrouve ici la plupart des étoiles dans la séquence principale, elle a des géantes, elle a des naines. Et de plus, lorsque une étoile évolue, ses caractéristiques changent, elle naît, elle évolue, elle meurt, et elle va tracer dans le diagramme une courbe, une trajectoire qui décrit l'évolution de l'étoile. Et ces diagrammes sont donc très utiles pour représenter la vie des étoiles. Nous les utiliserons. Voilà, alors nous continuerons avec les propriétés des étoiles, notamment leur composition, leur champ magnétique, etc., dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.